Vous regardez Africa Today tous les jours. Merci de votre fidélité. Bonsoir à tous. Bienvenue dans ce journal. C'est parti pour un nouveau repos biologique à la pêche industrielle dans les eaux maritimes de la République de Guinée. C'est un arrêté du ministre de la Pêche, de l'Aquaculture et de l'Économie maritime qu'il a annoncé ce jeudi 29 juin 2017 pour une durée de 2 mois. Les explications avec Daouda Mohamed Kamara. En son article 2, l'arrêté du ministre de la Pêche, de l'Aquaculture et de l'Économie maritime circonscrit la suspension périodique de la pêche industrielle sur la période allant du 30 juin à 0h au 31 août 2017 à minuit aussi. Pendant ces 2 mois, la décision courira jusqu'à la limite de 60 000 marins calculés à partir de la ligne de base. Pour un meilleur suivi, les dispositions sont prises selon le secrétaire général du département. Des systèmes de surveillance satellitaire. Nous avons aussi la présence des agents en mer pendant ces 2 mois. Régulièrement, un plan d'action que nous allons d'ailleurs observer. Le Centre national de surveillance de pêche est chargé pour faire venir de surveiller la mer pendant cette période. Quand nous verrons seront traduits devant la justice. Selon les scientifiques, c'est à cette période spécifique que se situe le moment favorable à la reproduction des ressources halieutiques, notamment le poisson. Ça nous permet d'avoir une ressource restaurée. La reproduction au niveau du poisson, c'est externe. Et l'environnement compte pour ce que nous faisons. C'est les œufs, les larves. C'est pourquoi nous avons pris les 2 mois-là pour permettre aux poissons de préserver les larves et les œufs. Parce que avec la pression de la pêche, le plus souvent nous perdons beaucoup de larves sans se rendre compte. Puisqu'à terme la réserve halieutique croît en qualité et en quantité, pour beaucoup d'observateurs, cela devait avoir un impact sur le prix du poisson sur le marché. Une chose qui, à en croire le secrétaire général du ministère de la Pêche, n'a rien à voir avec le repos biologique. Sur le marché maintenant, ça ne dépend pas de la pêche. Ça ne dépend pas de la pêche. Et même si le poisson est là partout, le département n'est pas concerné pour régler ce pays. A noter que les dispositions de cet arrêté qui ne s'appliquent pas aux activités de la pêche artisanale peuvent faire l'objet d'un nouvel examen dans la perspective de son réaménagement pour autant qu'il soit tenu compte des données scientifiques fiables et récentes. Les résultats du diagnostic du projet d'assainissement de la ville de Conakry ont été présentés ce vendredi au cadre du département de la ville et de l'aménagement du territoire. L'objectif recherché est de mettre en œuvre des stratégies et actions concrètes durables découlant d'une compréhension approfondie de l'environnement et de la salubrité de la ville. Oumar Sow nous en dit plus. Le présent rapport fait partie de l'étude d'assainissement de la ville de Conakry. Il correspond à la première mission du projet dont l'objectif est l'établissement d'un schéma d'assainissement pluvial de l'ensemble de la ville. Le but de cette mission est de localiser les problèmes de capacité actuelle des ouvrages d'assainissement pluvial en place et d'établir un schéma d'assainissement pour toute la ville. Il s'agit en tout cas de voir comment régler les problèmes d'assainissement de la ville de Conakry, en particulier sur la question des eaux pluviales, des déchets solides et de la gestion des boues de vidange. Le représentant de la Banque islamique en Guinée a annoncé la mise à disposition d'une enveloppe de 533 millions de dollars couvrant 13 projets. Des financements qui regorgent 5 secteurs de croissance bien définis sur lesquels d'ailleurs la BID accorde une priorité. Et cela conformément aux négociations menées en commun accord avec le gouvernement guinéen. Nous restons donc confiants que les mesures seront prises pour diligenter le processus d'instruction de ce projet à votre niveau et nous renouvelons notre disponibilité encore une fois à vous accompagner. La chef de cabinet du ministère de la Ville et de l'Aménagement du Territoire, à travers cet atelier de restitution, recommande l'implication active de tous les acteurs concernés dans l'examen de ces études qui visent à apporter des propositions de solutions afin de débarrasser la capitale d'état d'immondices. Ces études permettront de démarrer incessamment la mise en œuvre du projet d'assainissement de la ville de Conakry qui s'articule autour des déchets solides et des déchets liquides, eau pluviale et boues de vidange. Ce
Ce projet d'assainissement de la ville de Conakry intervient à un moment où la population est confrontée à des cas d'inondation et d'insalubrité totale. La Guinée a célébré ce vendredi en différé la journée mondiale de lutte contre la drogue, l'occasion donnée aux autorités en charge de ce secteur de se pencher sur la problématique concernant le trafic et la consommation des stupéfiants en Guinée. Pour cette célébration de 2017, la société civile guinéenne a eu son mot à dire aussi. Le point avec ça à Luyombono. Cadre spécialisé dans la lutte contre la drogue, experts de santé agissant dans le même sens et acteurs de la société civile, tous se sont retrouvés ce vendredi pour célébrer cette journée placée sous le thème « Écoutez d'abord ». La journée mondiale de la lutte contre la drogue version 2017 donne l'occasion aux acteurs de la société civile guinéenne de donner leur perception sur la politique de lutte contre la drogue dans le pays. Le regard de la société civile aujourd'hui en matière de lutte contre le trafic de drogue est un regard mitigé, en ce sens que la politique en matière de drogue aujourd'hui est obsolète. Il faut des réformes, il faut que la lutte contre la drogue soit prise aussi sous l'angle de la santé publique. La drogue est bel et bien présente en Guinée. Nul n'ignore cette réalité. Chez les agents de sécurité, tout comme chez les experts de santé, les chiffres énumérés démontrent que les adolescents restent les plus touchés par le phénomène. En 2005, sur 1821 malades mentaux enregistrés, alors 375 cas ont leur maladie liée à l'usage de drogue. En 2006, nous avons fait une étude dans 2 collèges privés et publics, n'est-ce pas, où des patients ont été détectés de 12 à 16 ans et de 17 à 20 ans, et la majorité de ces enfants avaient commencé la consommation depuis l'école primaire. La vente et la consommation de la drogue prennent une autre tournure plus inquiétante comparativement aux années antérieures. Il s'agit de la féminisation du phénomène. Avant, dans notre service, par an, on ne pouvait pas avoir 2-3 femmes qui étaient consommatrices de drogue. Mais aujourd'hui, nous avons au moins les 10% de nos malades qui sont constitués de femmes, de jeunes femmes et de femmes actives. Maintenant, que ce soit dans la production, dans la consommation et sur tous les aspects, on les retrouve. Face à cette situation, des observateurs craignent le pire pour les prochaines années si rien n'est fait et voient l'avenir de la nation menacé. Après les journalistes, c'est au tour des étudiants, universitaires et acteurs de la société civile de faire la connaissance de l'indice de gouvernance des ressources naturelles 2017. Ce rapport de l'Institut de gouvernance des ressources naturelles classe la Guinée 63e sur les 31 pays à forte potentialité naturelle qui ont été évalués. Cette mauvaise performance du pays ne laisse pas indifférents les acteurs des entités ciblées. Aminata Touré, explication. La vulgarisation de ce rapport vise à sensibiliser les autorités sur les points faibles constatés dans la gouvernance du secteur extractif. Depuis 2007, l'Institut de gouvernance des ressources naturelles intervient sur les questions minières en République de Guinée. C'est en 2013 que cette organisation a publié son premier rapport sur l'indice de gouvernance des activités extractives. Et le second, qui a été élaboré cette année, donne un mauvais score au pays. Mais cela se justifie par plusieurs raisons. Bon, d'abord, je voudrais souligner que la note composite, elle masque quand même des variations. Donc la composite est composée de 3 piliers. La réalisation de la valeur, le deuxième pilier porte sur la gestion de revenus et on a encore un pilier qui porte sur les conditions générales de gouvernance. Maintenant, pour le cas de la Guinée, c'est la composante gestion des revenus qui a obtenu une note basse de 24 points qui fait baisser en fait la moyenne. Cette faible performance donne ainsi raison aux organisations de la société civile qui mènent des plaidoyers sur l'amélioration des conditions de vie des populations impactées par l'extraction minière. Face à ce résultat médiocre, les réactions de déception ne tarissent pas. Ce rapport est en train de ressortir en partie ce que nous dénonçons. Dans la mauvaise gouvernance, elle existe. Il s'agit de faire des efforts
Donc que ce soit les gouvernants, les journalistes, la société civile, tout le monde doit se battre pour améliorer cette gouvernance. Aujourd'hui, les informations qui sont publiées, la dame a signalé un point très important qui est la donnée ouverte. Les informations sont disponibles, mais lorsque ces informations-là ne sont pas consultées, ne sont pas vérifiées, franchement, nos gouvernements ne vont pas savoir que nous sommes conscients de ce qui se passe. Selon les informations disponibles, la Guinée est considérée comme la 4e réserve mondiale de bauxite, mais sa population vit quotidiennement dans la pauvreté. La cellule Balai Citoyen de Guinée a entamé ce vendredi à Conakry une série de formations avec des organisations de jeunesse sur les questions de gouvernance. Cette initiative d'éducation citoyenne vise à outiller les jeunes pour contrôler l'action gouvernementale publique, notamment les différentes réformes engagées ces dernières années. Le point avec Saloum Kondé. C'est la commune de Matam qui constitue la première étape de cet apprentissage de la gouvernance locale. Ces dernières années, un constat révèle que plusieurs réformes ont été entreprises dans le pays, mais la population n'arrive toujours pas à profiter effectivement des retombées de ces réformes. Voilà pourquoi la cellule Balai Citoyen de Guinée se donne la mission de renforcer les capacités des structures de jeunes à la base. Il s'agira pour nous de lancer un regard panoramique sur l'ensemble des réformes multisectorielles qui ont été entamées en Guinée. Il s'agit des questions de justice, des réformes dans le secteur de sécurité, des réformes dans le secteur des finances publiques, des réformes dans le secteur des ressources naturelles, tout un ensemble de réformes qui ont été entreprises depuis 2011, comme je l'avais dit. À travers cette éducation participative, la cellule Balai Citoyen de Guinée entend amener les jeunes à faire une prise de conscience pour le contrôle de l'action publique. On s'est basé sur les organisations qui existent. En fait, on est passé dans les communes. Les différentes communes nous ont donné un répertoire des ONG et des associations. Donc, dans un premier temps, celles qui existent, on va se baser sur ceux pour atteindre ces résultats. Merci. Merci beaucoup. Au finish, le résultat qui est escompté, c'est quoi? C'est afin que ces jeunes-là soient outillés, suffisamment outillés pour leur permettre d'agir, de monter des projets et défendre les droits et les intérêts des populations. Dans les jours à venir, d'autres structures de jeunes devront bénéficier de cette formation dans les 4 autres communes de la capitale. On parle sport. Dans ce journal, le Orea AC joue son 5e match au compte de la Coupe de la CAF ce samedi face au Super Sport United FC au stade du 28 septembre. À cette occasion, l'entraîneur Victor Zouinka était devant la presse ce vendredi au siège de la Fédération guinéenne de football pour les détails de cette rencontre et aussi les dispositions prises pour mieux aborder ce match. Moussa Sefa Kamara. Ça passe ou ça casse, c'est le match qui permettra au club guinéen d'accéder au stade des quarts de finale de la Coupe de la Confédération africaine de football. Mais comme il n'y a jamais un sans deux, l'entraîneur Victor Zouinka, bien averti concernant l'enjeu des 90 minutes à Conakry, tout de même méfiant et aussi rassurant. Les qualités de l'adversaire ne lui sautent pas les yeux. Ils n'ont pas tellement d'occasions parce que comme j'ai regardé le match contre Mounana, ils ont pratiquement 5 occasions ou 6, on va dire, ils marquent 5 buts. Donc c'est quand même une équipe qui est efficace. Contre Mazembe, c'est la même chose, ils ont 3 occasions, ils en marquent 2. Contre nous, ils n'en ont pas 26 000 non plus, ils en marquent 2. Donc je veux dire, c'est une équipe qui est là. Et puis, c'est une équipe qui lâchera rien. C'est-à-dire avec un tempérament un peu à l'anglaise. Et ils veulent aller de l'avant rapidement, ils vont vite, ils sont puissants. Donc il faudra faire sûrement un super match pour gagner contre eux. Voilà. Le secret de venir à bout de l'équipe sud-africaine pendant ce match n'en manque pas. Victor Zouinka. Il faut absolument qu'on soit agressif sur le porteur du ballon, ne pas leur laisser la possibilité de pouvoir s'organiser. Et puis après que mon bloc équipe soit au maximum ensemble. Si on laisse trop d'ouverture entre nos défenseurs et nos attaquants, ça va leur permettre de jouer dans la profondeur et nous mettre en difficulté. Donc il faut que le bloc équipe soit le plus souvent possible ensemble, aussi bien parce que des fois vous savez, c'est pas parce qu'on recule qu'on va subir chez l'adversaire, mais c'est parce qu'à un moment donné on est moins bien, l'adversaire a pris le dessus sur toi, il est en possession de la balle, donc tu recules un peu pour qu'il y ait moins de distance,
Puis après, tu vas repartir tout doucement. Donc je pense qu'à un moment donné, il faut que ces lignes-là soient le plus resserrées possible pour qu'on soit le moins possible en difficulté. Le REAC, premier du groupe D avec à la clé 8 points devant le TP Mazembe et le Supersport United, respectivement occupent la deuxième et la troisième place avec 6 points chacun. Et le bon dernier CF Mounana qui ferme la marche avec 0 points. Une victoire pour les poulains de Victor Svenka ce samedi est synonyme de qualification en quart de finale de la Coupe de la Confédération africaine de football. L'Allemagne est le 14e pays européen à légaliser le mariage entre personnes de même sexe. Après seulement 38 minutes de débat, les députés du Parlement allemand ont adopté une loi ce matin. 393 voix pour contre 226. La chancelière allemande s'y est paradoxalement opposée, elle qui avait levé lundi son opposition au principe du mariage gay. Regardez. Un lâcher de confettis au Bundestag, la joie des députés écologistes et de tous ceux qui se sont prononcés en faveur de la légalisation du mariage homosexuel. 393 voix pour, 226 contre. Parmi ceux qui ont dit non, la chancelière Angela Merkel. Pour moi, au vu de notre Constitution, le mariage est l'union entre un homme et une femme. C'est la raison pour laquelle j'ai voté contre la proposition de loi. Les débats ont été longs, ils ont suscité pour beaucoup de vives émotions. C'est pourtant elle qui a ouvert la voie à ce vote historique en annonçant lundi lors d'un débat organisé par un magazine féminin qu'elle était favorable à une discussion sur ce sujet. Une surprise pour ses adversaires politiques, l'occasion aussi pour les sociaux-démocrates, partisans depuis toujours du mariage gay, d'insérer le projet de loi à la session de ce vendredi. À quelques mois des législatives allemandes le 24 septembre prochain, la chancelière, donnée favorite pour un 4e mandat, songe d'ores et déjà aux alliances post-électorales. Libéraux, sociodémocrates et écologistes, fervents militants d'une modification de la loi, en ont fait la condition sine qua non de leur éventuelle participation au prochain gouvernement de coalition. Aujourd'hui à Berlin, les militants se réjouissent. C'est un jour historique pour notre pays. Aujourd'hui, des milliers de couples de même sexe sont enfin à égalité avec les autres. Cette loi pour entrer en vigueur doit encore être adoptée par la Chambre haute du Parlement. On en vient à l'ouverture du premier procès pénal dans la catastrophe de Fukushima. 6 ans après les faits, 3 ex-dirigeants de la compagnie exploitante de la centrale mise en péril par un gigantesque tsunami comparaissaient devant un tribunal. Un procès très attendu par les victimes. Suivez. 6 ans après la catastrophe de Fukushima, 3 ex-dirigeants de Tokyo Electric Power sont appelés à rendre des comptes devant le tribunal de la capitale japonaise. Tsunehisa Katsumata, Ichiro Takekuro et Sakae Muto sont accusés de négligence face au risque d'un raz-de-marée dépassant les standards de construction de la centrale. Devant le tribunal, une centaine de manifestants exigent des réponses. Qui est responsable de Fukushima? Quel enchaînement de faits a conduit à cet accident? On ne sait toujours pas et on ne saura pas si on ne s'interroge pas sur les responsabilités. La vie de nombreuses personnes a été bouleversée. Et je veux que les prévenus prennent conscience de leur colère et de leur chagrin. S'ils ont présenté leurs excuses, les 3 ex-responsables de TEPCO plaident non coupables. Pour eux, il était impossible de prévoir un tel accident. Les autorités, elles, insistent sur le fait qu'aucun décès n'est directement dû aux radiations dégagées par les 3 réacteurs entrés en fusion. L'entreprise TEPCO n'a d'ailleurs pas été sanctionnée. Tout l'enjeu est donc de savoir si les fonctionnaires peuvent être reconnus responsables pénalement. Les autorités reconnaissent en revanche 44 décès liés à l'évacuation d'un hôpital, une évacuation faite dans l'urgence et sans préparation. Après la catastrophe du 11 mars 2011, des dizaines de milliers d'habitants ont dû être évacués à cause des radiations émanant des réacteurs. Certaines zones restent inhabitables encore aujourd'hui. En Asie du Sud-Est, cela fait 1 an aujourd'hui que Rodrigo Duterte dirige les Philippines. Une année tumultueuse, mais qui n'entame en rien sa cote de popularité. Le dernier sondage en date le crédite de 75% de satisfaits. Suivez.
Un an de mandat pour Rodrigo Duterte, le président philippin, et un cadeau de la Chine, son nouvel allié. 3000 fusils d'assaut destinés à combattre l'insurrection islamiste dans le sud du pays. Nos remerciements les plus sincères au président Xi Jinping de la République populaire de Chine pour cette aide militaire. Elle souligne le début d'une nouvelle ère dans les relations entre nos deux pays. Rodrigo Duterte n'hésite pas à prendre en main l'une de ses armes dans le style très personnel qu'il cultive depuis le début de son mandat et qui lui réussit plutôt dans son pays. 75% de popularité selon un sondage indépendant de fin mars, une croissance de plus de 6%, bien qu'inférieure aux prévisions, c'est pour l'heure l'une des plus dynamiques de l'Asie du Sud-Est. Pourtant, le bilan est loin d'être positif pour le bouillant président à l'insulte facile et aux propos orduriers. 3000 personnes tuées par la police dans sa guerre déclarée au narcotrafic, près de 9000 en tout, une répression critiquée par les défenseurs des droits de l'homme. Depuis un mois par ailleurs, Rodrigo Duterte est confronté à un regain d'insurrection dans le sud du pays. Il a fait envoyer les chars et fait bombarder la région avec le soutien des États-Unis. Je voudrais dire au Maranhão que je suis vraiment désolé pour ce qui nous arrive, mais je n'avais pas le choix. Cette autre guerre de plusieurs décennies que le président Duterte avait promis de résorber a déjà fait près de 400 morts dans la ville de Marawi, dont des civils. Plus de 300 personnes y seraient retenues en otage par des militants qui se réclament à présent de l'État islamique et près de 250 000 personnes ont été déplacées. C'est cet élément qui met fin à ce journal. Tout le plaisir a été pour moi de vous servir. Je vous retrouve demain pour une nouvelle édition d'information. Au revoir.